Après avoir voulu éviter à tout prix de réaliser les 2 volets du Hobbit, Monsieur Del Toro a dû partir. Peter Jackson doit accepter sa mission, comme celle de Frodon avant lui. Il ne voulait pas être là. C'est un fardeau que lui seul peut porter, que cela lui plaise ou non. Tu réalises, ou bien on fait ce projet avec quelqu'un d'autre. Mais la pression de 2 films est trop forte pour ses épaules. Peter est tombé malade. Il a dû aller à l'hôpital, c'était très soudain. Peter venait de prendre la réalisation du projet. Ils étaient très en retard. Peter Jackson a été poussé jusqu'au point de rupture. Mais les nouvelles ne s'arrangent pas. Philippa et Fran sont allés à Hollywood pour discuter avec les producteurs. Cette discussion va modifier le projet tout entier. La rumeur courait qu'ils allaient en faire une trilogie. Peter Jackson vient d'accepter à contre-cœur de réaliser les 2 volets du Hobbit. Mais les choses ne se passent pas bien. Le réalisateur excédé vient de flanquer l'un des nains à la porte. Je ne veux plus le voir. Et il est parti. Comme ça. Allez, Fouchant! Allez, ennuyez quelqu'un d'autre. Il y a déjà beaucoup trop de nains dans ma salle à manger. Il était en colère, ça se voyait. L'acteur anglais Rob Kaczynski est remplacé par l'acteur néo-zélandais Dean O'Gorman dans le rôle du nain Fili. Le choc est rude pour le reste de la distribution, y compris Graham McTavish, qui doit rapidement s'adapter. Nous étions tous devenus amis. Au final, c'est le film de Peter, c'est sa vision, et il doit s'y tenir. C'était la bonne décision. La tempête passée, la compagnie des nains est au complet. Et le tournage peut continuer. Nous avons dû refaire quelques scènes, mais ça s'est bien passé. Mais il y a encore quelque chose qui cloche. Il n'y avait pas cette ambiance familiale que l'on pouvait avoir sur les premiers films. L'ambiance est également tendue du côté d'Hollywood, où le studio veut éviter de jeter de l'argent par les fenêtres pour garantir ses bénéfices. Raison pour laquelle, bien sûr, ils font 2 films plutôt qu'un. Les studios nous mettent constamment la pression. Ils veulent toujours faire plus vite et pour moins cher. Allez, donne ce que tu as. Mais pourquoi moi? Je suis sur la paille? Mais Le Seigneur des Anneaux est désormais une franchise à part entière, sous la houlette d'un nouveau studio. Les choses changent. C'était un cadre plus rigide, c'est sûr. Disons que, comme tous les gros studios, Warner accorde une importance particulière aux bénéfices. Ils regardent leur marge. Ils veulent savoir combien ils vont perdre si le film ne marche pas. Que m'a rapporté l'argent que j'ai investi? 10 ans après la première trilogie, ces considérations sont devenues plus importantes que de laisser à Peter la liberté de faire le film qu'il aurait pu faire. Il semble que le studio base ses décisions moins sur les livres de Tolkien que sur les livres de contes. Hunger Games est sorti. Et soudain, les grands pontes d'Hollywood se sont dit « Oh, les jeunes femmes fortes font vendre. Mettez-en partout. » Le film est ancré dans l'époque à laquelle il a été tourné. À Hollywood, ils ont dû dire « Il n'y a pas assez de personnages féminins. » Un tout nouveau personnage est ajouté, Toriel, capitaine de la garde elfique. Une elfe gracieuse et d'une grande beauté, également capable de rivaliser avec Legolas comme tueuse d'orques professionnelle. Je suis Ingrid Kleinig, je suis la doublure d'Evangeline Lilly qui incarne Toriel dans le Hobbit. Mais contrairement au rôle de femme forte de la trilogie originale, Toriel n'existe pas dans les livres de Tolkien. Je sais que ce choix a fait polémique. En particulier parmi les fans du livre qui disaient « Ce personnage n'existe pas, qu'est-ce que vous faites? Vous gâchez tout !» Mais c'était une distribution beaucoup trop masculine. C'est un rôle exigeant et très important. Chez les elfes comme chez les nains, la sélection est impitoyable. Je crois qu'ils avaient déjà auditionné 2 autres cascadeuses pour doubler Evangeline, et ça n'avait pas marché. Lors de son audition, Ingrid comprend vite pourquoi.
Ils m'ont mise à l'épreuve autant physiquement que mentalement. J'ai dû apprendre plein de chorégraphies en très peu de temps pour pouvoir les filmer et les montrer aux personnes importantes, dont Evangeline, pour qu'ils donnent leur accord. Je sais qu'ils ont auditionné d'autres personnes. Ingrid réussit son audition et rejoint l'équipe. On m'a dit que Toriel était une guerrière elfe. Je ne savais pas quelle importance elle avait dans l'histoire. Je ne savais pas que c'était le seul personnage féminin. Je ne savais rien. Je me battais juste contre des orques. Plein d'orques, tout le temps. Evangeline m'a bien fait comprendre qu'elle voulait que ce personnage soit fort, mais de façon féminine. Il semble que la production ait une vision différente de ce qu'est une femme forte. Evangeline n'est pas très grande. Elle a une silhouette assez mince et gracile. Elle peut vite disparaître à l'image si on ne fait pas attention. Le studio Weta avait effectué un dessin préparatoire que Peter aimait bien. Il était magnifique, mais il représentait une femme de plus d'1,85 m. Evangeline n'avait pas le physique pour correspondre à cette image. Nous nous sommes donné beaucoup de mal pour trouver une solution. Et finalement, Peter a choisi une tenue très moulante que j'avais créée. Une fois les tenues validées, ils en avaient besoin très rapidement. Donc nous avons dû travailler dans l'urgence. Mais ce n'est pas tout. Evangeline et Ingrid doivent aussi porter une perruque extrêmement longue pour ce tournage. La perruque. Magnifique, mais pas du tout pratique. Elle m'arrivait jusqu'au mollet. Le style de combat de Toriel était tout en vrille et en pirouette, comme une tornade. Je me souviens qu'on a refait plein de prises, juste parce qu'elle se retrouvait entourée de ses cheveux. Comme ça. Avec les doubles dagues en plus, c'était très compliqué. Tout était emmêlé. Elle ne pouvait plus s'en défaire. On ajuste la perruque et on la refait. Sans parler des harnachements. On est attaché à des câbles dans tous les sens, on essaie de faire des sauts périlleux, et la perruque se prend dans les câbles. Mais je ne vois pas pourquoi une guerrière aurait des cheveux pareils. Mais c'était un défi intéressant. C'est ça quand les hommes sont aux commandes. Une femme l'aurait su tout de suite. C'est ridicule. Totalement ridicule et absolument pas pratique. Enfin bref, c'était très joli. Mais Peter Jackson doit démêler bien d'autres situations et trouver des solutions partout où il se rend, en particulier dans l'immense décor de Lackville. Les décorateurs et les menuisiers avaient fabriqué les toits. Ils étaient posés sur le sol du studio peint en vert, de façon à ce que les orques et les humains puissent se battre et sauter de toit en toit, sans être trop en hauteur. Certains toits étaient même équipés de pistons hydrauliques pour tomber les uns sur les autres. Je me souviens qu'un jour, Peter est arrivé et il a regardé les images de la scène de bataille. Puis il l'a regardé une deuxième fois. Et puis il a dit « Non, ça ne va pas ». Peter aime prendre son temps. Ça pourrait être plus dynamique. Ou non, je suis pas satisfait. Ça n'avait pas l'air assez dangereux. Pour accentuer l'impression de danger, Peter Jackson veut maintenant filmer en plongée dans un immense décor conçu pour être filmé en contre-plongée. Il voulait que la caméra puisse passer au-dessus de l'action et pas en dessous. Peter Jackson met littéralement son équipe et ses acteurs sans dessus-dessous. Nous avons pris une journée pour aller filmer d'autres choses pendant qu'il reconstruisait tout le décor pour pouvoir filmer en plongée. C'était compliqué quand il se passait des choses comme ça. Mais pour Peter Jackson, les défis se font toujours plus grands et plus humides. On nous a emmenés sur la rivière Pelorus, sur l'île du Sud. Nous étions sur un promontoire qui surplombait la rivière. Peter a appelé un des cascadeurs, il est arrivé, il avait un casque et il nageait comme ça en flottant dans son tonneau. Une fois arrivé près d'une petite plage, il a fait une sorte de pirouette en arrière pour plonger dans l'eau et il est ressorti. Tout le monde l'applaudit, fantastique, bravo.
C'était super. Là, on cherche où sont nos doublures et Peter dit « C'est bon, on tourne ?» Quoi? Nous? Et là, on nous a conduits comme des moutons vers l'abattoir jusqu'à une petite rive où nous attendaient nos tonneaux. Se lancer sur l'une des rivières les plus célèbres et les plus turbulentes de Nouvelle-Zélande à bord de tonneaux. Que voulez-vous qu'il arrive? Les tonneaux disposaient d'une quille en acier et de boudins en caoutchouc pour flotter. Nous étions dans ce que nous appelions des pyjamas, ces immenses tuniques en laine avec des bottes aux pieds. Ces pauvres acteurs, dans leurs costumes de nains, leur rembourrage en mousse et leurs prothèses sur le visage, devaient en plus monter dans des tonneaux. Ne respirez plus. Que je respire plus. Même si l'espace est assez restreint. Steven Hunter, qui joue le rôle de Bombure, avait le costume le plus volumineux et le plus lourd. On a dû l'enfoncer dedans comme un bouchon de liège. Ils avaient installé des câbles sous l'eau pour nous guider vers un endroit précis. Mais 2 des tonneaux sont sortis de ce chemin et 2 des acteurs ont continué à descendre la rivière. C'était une vraie rivière avec des rapides et des chutes. Ils ont envoyé un bateau à moteur pour les rattraper. Ces 2 nains perdus dans la rivière mobilisent bientôt toutes les attentions. Le tournage sur le fleuve Pelorus de l'île du Sud est interrompu. Un orage s'était abattu sur les montagnes, juste derrière l'endroit où nous tournions. La police est venue nous voir pour nous dire d'arrêter. La météo de Nouvelle-Zélande est l'une des plus changeantes au monde. On nous a dit que nous avions 1 heure pour tout remballer. Tout le monde a fait quoi? Pour protéger tout le matériel, on construit toujours d'énormes abris avec des structures métalliques. Tout doit être évacué avant d'être emporté par la crue. Une quantité de tubes en métal, des plateformes, des tentes pour les costumes, pour le matériel vidéo, pour le matériel audio et une tente pour le café, bien sûr. C'était très important, ils avaient du café délicieux sur ce tournage. Mais le café risque d'avoir le goût d'eau de pluie si toute l'équipe ne se réfugie pas en hauteur immédiatement. Nous avons tout rangé et nous avons évacué tout le monde. Dans l'heure qui a suivi, on a vu arriver une véritable vague, un torrent qui emportait tout sur son passage. Nous aurions tous été submergés. Une partie du plateau va en faire les frais. Plusieurs structures métalliques mises en place pour les caméras ont été emportées par la rivière. Cette scène déjà complexe devient impossible à tourner. Ils ont donc décidé de reproduire la rivière en studio. Oui, vous avez bien entendu. Peter décide de fabriquer une rivière. Dans un studio. Il y a cependant un problème. Il n'avait pas de studio libre. Heureusement, Peter avait accès à une ancienne usine automobile dans une ville appelée Trentham. À Trentham, il y a une ancienne usine General Motors que les studios Weta louent comme espace de stockage. Ils ont fabriqué une rivière entière. Ils ont fabriqué des rochers, des décors. Ils ont ajouté des grilles. C'était vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Cette rivière faite maison peut même se transformer en rapide sur demande. Grâce à 2 moteurs V8 lancés à 5000 tours par minute à chaque extrémité. D'énormes réservoirs pour créer des chutes d'eau. C'était une véritable machine à laver. C'était de la folie. L'eau était tellement turbulente que je me disais « Va chercher une autre moustache, celle-là ne va pas tenir ». Nous avons perdu une perruque. Elle s'est détachée et nous ne l'avons jamais retrouvée. Nous avons passé 2 semaines à nous amuser dans l'eau. C'est difficile pour les acteurs de jouer la peur, quand en réalité ils s'amusent comme des fous. On aurait dit un parc d'attractions. Les tonneaux étaient ballottés dans tous les sens. Aidan Turner en particulier ne pouvait pas s'arrêter de rire. Peter lui disait « Aidan, ce n'est pas drôle, vous êtes poursuivi par des orques ». Il répondait « Oui, mais c'est trop marrant ». Bravo, maître Saquet. Une fois, alors qu'il venait de passer toute la journée dans l'eau, Martin Freeman a demandé, comme ça, l'air de rien, « Est-ce que quelqu'un a fait une pause pour aller aux toilettes ?» Et tout le monde a dit « Non, on est resté dans l'eau toute la journée ». Bien sûr, nous y étions allés, mais nous avons menti. Martin faisait souvent des blagues, donc c'était marrant de lui en faire une pour une fois. Cette séquence dans une véritable attraction aquatique fait l'unanimité. Tourner la scène des tonneaux a renforcé les liens entre les acteurs. C'était vraiment gratifiant. On s'est bien amusé malgré l'intensité du tournage.
Nous rentrions chez nous épuisés, mais nous avions hâte de recommencer le lendemain. Tandis que la première équipe trouve enfin ses marques, la seconde équipe est dirigée par un réalisateur que l'on ne présente plus. C'était incroyable de voir revenir Andy Serkis. C'était comme une réunion de famille. Andy Serkis reprend également son rôle de Gollum. Il comprend ce qu'il se passe des deux côtés de la caméra. Il sait se mettre à la place des acteurs. Andy est très doué pour obtenir la performance qu'il veut de ses acteurs. Il est acteur, réalisateur, et c'est un plaisir de travailler avec lui. Comme Peter, il aime que les acteurs aillent au bout de leurs capacités physiques. Donc il aime pousser les gens. Ce que Sylvester McCoy a appris à ses dépens. J'ai tourné dans une scène qu'Andy Serkis filmait. Il était réalisateur adjoint à ce moment-là. Ils m'ont mis sur une espèce de traîneau. J'étais sur une piste en caoutchouc surélevé. Le sol était vert. Tout était vert. J'étais sur mon traîneau, attaqué par des orques. Je me défendais. Et des types habillés en vert secouaient mon traîneau alors que j'étais dessus. Il fallait que je m'accroche. Andy m'a dit « Bouge plus, retourne-toi ». J'étais tellement ballotté que mon traîneau est parti dans le décor. Ça n'aurait pas été trop grave si le sol avait été protégé par des matelas. Mais ils avaient retiré les matelas pour mettre une caméra et filmer selon l'angle qu'ils voulaient. J'ai été éjecté et je suis tombé sur les fesses. C'était violent. Et ma tête aussi allait heurter le sol en ciment. Heureusement, nous étions en Nouvelle-Zélande où se trouvent les meilleurs joueurs de rugby du monde. Et l'un d'eux était là. Il a plongé pour attraper ma tête avant qu'elle touche le sol. Sinon, j'aurais été assommé. J'aurais peut-être eu une commotion ou je serais mort. Peut-être faut-il appeler un docteur? J'ai joué dans Doctor Who. Peter Jackson a prouvé que son équipe était capable de fabriquer n'importe quoi pour obtenir l'effet recherché. Et il est entouré d'acteurs prêts à faire tout ce qu'il leur demandera. Il faut s'y faire. Pourtant, un personnage ne pourra pas être présent. Beaucoup des scènes que j'ai tournées pour le Hobbit ont été perdues à cause des problèmes que l'on a eus. C'était avec le deuxième acteur qui devait incarner Azog. Steven jouera deux personnages dans le film. Un gobelin appelé Grina et un orc appelé Fimbul. J'ai tourné pas mal de scènes avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils devaient trouver quelqu'un d'autre pour ce personnage. Ce personnage est l'orc Azog. Et l'acteur qui l'incarne est sur le point de perdre son rôle. Le personnage d'Azog a plus d'importance que dans les livres. Trouver le bon acteur pour incarner cet orc géant n'est pas une mince affaire. Ils se sont rendus compte qu'ils devaient trouver quelqu'un d'autre pour ce personnage. Les deux premiers acteurs ne faisaient pas l'affaire. Le problème, c'est que les acteurs qui tentent d'incarner le gigantesque Azog sont humains. Je me souviens très bien du jour où tout le monde a réalisé que nous n'arriverions pas à créer ce personnage en chair et en os. Les acteurs étaient pourtant très grands. J'ai vu plusieurs versions du personnage, mais ça ne marchait pas. C'était trop compliqué. Ils avaient du mal à créer un personnage vraiment démesuré et menaçant. Ils avaient trouvé quelqu'un de très grand, mais pour Peter, ça ne fonctionnait pas. Même les acteurs les plus imposants ne sont pas à la hauteur. Certains de ces types étaient des monstres. Mais souvent, ils ne pouvaient pas se mouvoir comme on voulait. Pour Peter Jackson, le seul moyen de voir Azog se battre comme il le souhaite est d'utiliser la capture de mouvement et les images de synthèse. Avec la capture de mouvement, vous pouvez obtenir une fluidité et une brutalité qui n'est pas réalisable avec de vrais acteurs. C'est trop dangereux, ou bien vous n'obtenez pas exactement l'effet recherché. Vous avez beau tout faire pour privilégier les effets spéciaux à l'ancienne, vient un moment où pour faire avancer le tournage, pour obtenir l'image recherchée, vous êtes obligé de faire appel aux images de synthèse. Azog le profanateur renaît dans sa forme modélisée par ordinateur.
Pour le personnage de Fimbul, incarné par Steven, c'est un coup dur. Beaucoup des scènes que j'ai tournées n'ont pas été utilisées. C'était très décevant. Entre les progrès des images de synthèse, la résolution des caméras et la capture en 3 dimensions, les 2 films du Hobbit promettent d'être bien différents de la trilogie originale. Mais les 2 séries vont bientôt avoir un point en commun. Ce n'est qu'à la moitié du tournage du 2e film que Philippa et Fran se sont rendus à Hollywood pour discuter avec les producteurs. Cette discussion va modifier le projet tout entier. Plus le projet prenait de l'ampleur, plus les studios réfléchissaient au retour sur investissement. Plusieurs studios ont investi leur argent, mais seulement dans le premier film. Si nous réussissons, chacun aura sa part des richesses de la montagne. Certains studios avaient mis de l'argent dans le premier film et recevraient donc une part des bénéfices de ce film. Mais pour le film suivant, ils n'avaient aucun profit en jeu. Ils étaient donc intéressés par l'idée d'un 3e film qui leur permettrait de réinvestir leur argent et d'obtenir encore plus de bénéfices. Bientôt, une rumeur se répand. La rumeur courait qu'ils allaient faire un 3e film. Tout le monde a dit « Oh, croisons les doigts ». Et l'annonce a été faite. Il y en aura un autre. Tout le monde était surpris. Mais j'étais content, un film de plus. C'est super. Comme ses prédécesseurs, le Hobbit prend de l'ampleur. Ces salopards sont trop nombreux, Thorin. Pour nous, ça ne faisait aucune différence. On continuait de tourner. C'est juste qu'ils en rajoutaient sans arrêt. Ce n'est peut-être qu'un petit livre, mais nous n'écrivions pas un livre, nous tournions un film. Donc, nous pouvions prendre certaines libertés. La bataille entre les studios devient la bataille des 5 armées. Dès le départ, c'est ce qui a posé problème avec le Hobbit. Et c'est pour cela que c'est devenu une trilogie. Peter Jackson, l'homme qui ne voulait pas réaliser un film du Hobbit, se retrouve à en réaliser 3. Sous la forme d'un film unique, c'est une gentille histoire pour enfants. Mais dès que vous entrez dans les détails, la structure narrative devient étrange. Il n'y a pas vraiment de quoi découper l'histoire en 3 actes. Quand nous avons appris qu'il allait y en avoir un 3e, nous nous sommes demandé comment ça allait se passer. Il a pris des morceaux et les a mis ailleurs. Les films sont modifiés à la volée. Je crois que le premier film se terminait à la fin de la scène des tonneaux, quand nous échappons aux elfes. Maintenant qu'un 3e film est dans les tuyaux, Peter doit trouver comment terminer le 1 et le 2. Les 2 premiers ont été redécoupés en salle de montage, de façon assez radicale. Ils n'avaient même pas encore réfléchi à la forme que le 3e allait prendre à ce moment-là. C'est une façon assez folle de faire des films aussi ambitieux. Soudain, les cartes sont redistribuées. Il faut être flexible et extrêmement réactif. Je crois que c'est l'un des rares réalisateurs à pouvoir faire ça et s'en sortir. Les dates de sortie approchent. La bataille des 3 films ne fait que commencer. Les fans grinçaient déjà des dents parce qu'étirer ce livre sur 3 films était perçu comme une histoire d'argent. Un vent de changement souffle sur la production. Ça changeait tout le temps. C'était vraiment quelque chose qui vous met sous pression. La confirmation d'un 3e volet du Hobbit est accueillie par certains avec scepticisme. C'était une stratégie agressive loin de l'esprit de la trilogie originale. Si la production semble inébranlable, côté cascade, c'est un peu plus houleux. C'est généralement nous qui faisions ces scènes physiques absurdes. Comme lors du tournage de cette scène. Nous devions sauter en l'air, attraper la poutre et nous hisser pour échapper à l'or en fusion. Ils avaient installé 3 poutres sur lesquelles nous devions sauter. Elles étaient à différentes hauteurs. Je me suis dit, mais pourquoi ils donnent la plus haute au type qui a 50 ans? Je saute, je m'accroche, je me hisse. J'ai senti un truc craquer dans mon coude. L'adrénaline peut vous aider à repousser vos limites, mais au bout d'un moment, votre corps vous dit « Oh non, 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 je ne ferai pas ça 2 fois. » Ça a dû être douloureux. Pourtant, John Callen, en dépit de son âge, s'est donné à fond.
Bon, John, tu vois ces matelas? Tu vas courir vers eux, faire une roulade par-dessus et redescendre de l'autre côté. Tout cela a été chorégraphié avec soin. J'ai pris mon élan et je me suis dit, je ne vais pas réussir à passer de l'autre côté. La caméra tourne, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Donc, j'ai tout donné, j'ai couru comme un fou vers les matelas, j'ai fait une magnifique roulade, et puis j'ai réalisé que j'avais sauté trop loin. Je suis retombé de l'autre côté sur le sol en béton. J'ai cru que je m'étais cassé la cheville. Je l'ai entouré d'un bandage et j'ai mis de la glace dessus. J'ai eu mal toute la journée. Quelle abnégation! Le film arrive ensuite en post-production et des problèmes inattendus font surface. Le Hobbit était en HDR, stéréo, avec une fréquence d'affichage élevée. La technologie HDR offre un contraste plus élevé et la fréquence d'affichage améliore la fluidité. La 3D est obtenue par des caméras stéréoscopiques. Quand il parlait de ça, je ne comprenais rien. Ça me passait complètement au-dessus. Il s'agit de faire évoluer un standard du cinéma en place depuis plus de 80 ans. Nous filmions en 48 images par seconde au lieu de 24. Et Peter voulait même du 72 images par seconde, mais ça coûtait trop cher. Les premiers retours sur cette fréquence d'affichage doublée suggèrent que l'idée est meilleure sur le papier qu'à l'écran. Ça donne quelque chose de différent. Et Peter n'arrêtait pas de répéter, les gens vont s'habituer, ils vont s'habituer. Encore faut-il qu'ils puissent profiter de ce nouveau format dans leur cinéma, équipé pour le format standard. La Warner a dit, quel cinéma dans le monde va pouvoir passer ce film? Peter a répondu, moi j'en ai deux, un chez moi et un au studio Weta. Ce n'est rien quand on est un réalisateur star. Mais les cinémas doivent débourser entre 1200 et 20 000 $ pour la mise à niveau. Ce n'était pas accessible à tout le monde. Le Hobbit est un projet ambitieux, mais s'attendre à ce que les infrastructures même du cinéma se plient à sa volonté est peut-être présomptueux. À Los Angeles, les gens ont pu le voir, mais pas au fin fond de l'Iowa. La première mondiale du Hobbit, un voyage inattendu, un titre on ne peut plus approprié, a lieu à Wellington en novembre 2012. Je n'avais pas compris que c'était la première mondiale. J'étais à Wellington pour la sortie du premier épisode. C'était vraiment hallucinant. Ils avaient sorti le tapis rouge le plus long de l'histoire. Une tradition née à l'époque du Seigneur des Anneaux. Nous avons traversé toute la ville en passant devant des dizaines de milliers de personnes. On se serait cru revenu à l'époque du Seigneur des Anneaux. Même ambiance, même enthousiasme. Et une fois devant l'écran, peu de gens se soucient de ces histoires de fréquences d'affichage. J'étais surexcité. Surtout pas Sylvester, impatient de voir sa grande scène pour la première fois. Je devais ressusciter un hérisson en peluche. Je me disais, j'ai ma scène à moi tout seul, sans les autres acteurs. Quand mon fils va voir ça, il va être épaté. Ce n'est pas comme si on lui avait jeté le sort. La scène arrive. Je dis à mon fils, c'est là. Les magiciens de Weta avaient donné vie à ce petit hérisson pour en faire une magnifique petite créature. Tout le monde n'avait Dieu que pour lui. Et personne ne me regardait, moi. Cette bestiole m'a volé la vedette. Nul ne sait exactement ce qu'il est advenu de ce hérisson. Quand le film sort au cinéma, tout le monde n'est pas aussi enthousiaste que Sylvester. Les fans n'ont pas aimé le Hobbit autant que le Seigneur des Anneaux. En même temps, quand vous faites votre première trilogie et qu'elle a eu un tel retentissement, c'est un succès difficile à égaler. Certains aspects du film ont fait consensus. Tout le monde a adoré Martin Freeman. Et la scène avec Bilbon et Gollum. Que l'on soit éclaboussé, mon précieux. En voilà un morceau appétissant. Mais les images de synthèse avaient l'air fausses ou mal faites. Un problème accentué par la fréquence d'affichage dernier cri de Peter Jackson. Ça faisait presque mal aux yeux. C'était n'importe quoi. Les gens ont trouvé ça horrible. J'ai littéralement eu un mouvement de recul devant ces images. C'était désagréable à regarder. J'avais l'impression que mes yeux ne voyaient pas bien et j'ai même eu des migraines. Le public se trouve devant un choix de format déconcertant.
IMAX 2D, IMAX 3D, 3D standard et la bonne vieille 2D standard. Mais les dégâts sont irrémédiables. Avec cette fréquence d'image, tout avait l'air faux. Avec cette haute fréquence d'affichage, les scènes avec Martin Freeman avaient l'air d'un vieux feuilleton télé ou d'une vidéo tournée au caméscope. On voyait le maquillage sur les acteurs. L'image avait une telle netteté que cela gâchait la magie. On était habitué à une production de grande qualité. Et là, tout avait l'air bas de gamme. Ça n'a pas pris. La 3D a fait une entrée fracassante avec Avatar, et soudain tout le monde voulait faire des films en 3D. La réaction à la haute fréquence d'affichage a été épidermique. Personne n'en voulait. Ça aurait pu être pire. Mais les effets spéciaux numériques n'ont pas dit leur dernier mot. Mais tu plaisantes ou quoi? La star incontestée du deuxième volet, La Désolation de Smaug, est le dragon lui-même. Crois-tu que les flatteries te garderont en vie? Ça vaut le coup d'essayer. Peter a besoin d'une voix singulière pour donner vie au dragon Cupide. Il choisit celle du meilleur détective du monde, réunissant ainsi Sherlock et Watson dans des circonstances pour le moins lugubres. Benedict Cumberbatch a pris la mouche lorsqu'un journaliste lui a dit « Vous faites la voix du dragon ». Il a dit « Non, je fais bien plus que sa voix ». Et c'est vrai, il incarne le dragon. Il a étudié la façon de se mouvoir des dragons. Je ne sais pas trop comment il a fait. Il est peut-être temps que je leur rende visite. Comme Andy Serkis avant lui, Benedict Cumberbatch ne fait pas les choses à moitié. Il s'est donné à 100%. Il a été jusqu'à ramper sur le sol comme un ver de terre. Ce n'est pas une simple capture de mouvement, mais une capture d'émotion. Cela a permis de donner vie à ces personnages plutôt que ce soit simplement des techniciens qui les animent. C'était extraordinaire. Impressionnant. L'enthousiasme de Benedict est celui d'un acteur fraîchement débarqué dans son rôle. Mais sur le tournage du troisième film, les acteurs comme les techniciens commencent à faiblir. Quand nous sommes revenus pour tourner la bataille finale, j'ai eu l'impression que plus personne n'avait d'énergie. Le dernier film, La bataille des 5 armées, est une véritable guerre menée sur 2 fronts. On ne peut pas revenir. Comme ils ont étiré l'histoire sur 3 films pour en faire une trilogie, le tournage a duré beaucoup plus longtemps que prévu au départ. Le premier front est très concret. Il faut de nouvelles scènes pour remplir un 3e film. Le planning de Peter Jackson devient aussi surchargé et chaotique qu'un champ de bataille. Certains jours, nous n'avions rien à tourner. D'autres jours, la scène avait été réécrite et elle ne devait plus du tout être tournée de la même façon. Le deuxième front est numérique. Le studio Weta lève sa propre petite armée pour donner aux 5 armées une ampleur digne du grand écran. Ou, comme le formulent les producteurs, un peu plus de combat, un peu moins d'émotion et de dialogue. Qui commande ici? Les acteurs en ligne de front ont parfois l'impression d'être perdus dans un no man's land. Grâce à son studio, Weta Digital, Peter Jackson peut faire tout ce qu'il veut. Quand on n'a pas accès à cette vision globale, cela peut paraître un peu intimidant. Dans le studio de capture de mouvement, le champ de bataille est un fond vert et l'ennemi est invisible. Dans la bataille des 5 armées, on a surtout de la capture de mouvement, avec quelques images réelles par-ci par-là. Mais ce tournage a été l'un des plus agréables. La bataille des 5 armées prend la forme d'un combat différent pour l'une de ses plus grosses stars. Pourriez-vous envisager de foutre le camp? Billy Connolly incarne le nain d'un pied d'acier et il est ravi d'être là. Nous entendions Billy Connolly s'esclaffer alors qu'il chevauchait un cochon géant. Mais l'acteur écossais souffre de la maladie de Parkinson, ce qui commence à entraver le processus de tournage. Il oubliait tout le temps son texte. C'était terrible. Mais il n'y arrivait pas, ce n'était pas de sa faute. Je pense qu'il avait honte. Et j'étais triste pour lui. Peter le trouve parfait pour ce rôle et refuse de le remplacer. Il lui fait donc enregistrer toutes les répliques de Dahin et crée une version entièrement numérique du personnage. Face au manque de temps, la bataille des 5 armées devra de toute façon se jouer sur le terrain numérique. Je pense que Peter imaginait que nous reviendrions tous. À la fête de fin de tournage, il nous a dit « à l'année prochaine ». Il pensait que le tournage allait se poursuivre pour terminer le film correctement, mais à la fin, tout a été précipité. Pour les acteurs, c'est une longue mission qui s'achève. Le chapitre final d'une odyssée personnelle
aussi épique que les récits de Tolkien. Pour mon dernier jour, je tournais une scène de combat. À la fin, j'ai entendu « couper ». Et Peter est venu me voir. Je savais que c'était un moment particulier. Et j'ai complètement craqué. J'ai pleuré sur son épaule. Yeah, it was fun. It was a great scene to end on. Yeah. I knew I'd get like this. Oh dear. And Pete was just going. Peter m'a pris dans ses bras en disant « Ça va aller, ne t'inquiète pas ». Et moi, je pleurais comme une madeleine. Pour moi, ça reste un très beau souvenir. Pour ces 3 films, il y a eu les séances d'entraînement, les jours de tournage, autant de petits îlots de joie au milieu de cette agitation. Il y a eu beaucoup d'îlots. Tout un archipel de joie étalé sur 2 ans et demi. Quand j'ai eu fini de tourner ma dernière scène, Peter m'a fait un petit discours. Il faisait ça pour tout le monde. Et il a dit « J'étais ravi de travailler avec Sylvester, parce que j'ai pu travailler avec Dr. Who. C'est un grand fan du Docteur. Il avait gardé ça pour lui pendant 3 ans. » Lorsque le dernier épisode sort en salle en décembre 2014, le monde dispose désormais de près de 8 heures de film sur les aventures du Hobbit. Les fans savaient que l'histoire allait être étirée sur 3 films. La trilogie partait donc avec un handicap. Il s'agit de raconter une histoire. Et dans cette trilogie, l'histoire déborde d'éléments imposés par les producteurs. Je ne vois aucune raison pour justifier ces 3 films, à part le fait que les producteurs voulaient gagner plus d'argent. Ne sous-estimez pas le pouvoir maléfique de l'or. Je ne crois pas qu'il ait perdu le contrôle du projet. Dès le départ, il s'est dit « Je le fais pour les producteurs ». Le fait est que les choix artistiques des producteurs ont été payants financièrement. De l'or. Au-delà de toute mesure. Les films ont bien marché en salle. De toute évidence, le public a aimé. La trilogie du Hobbit fait autant d'entrées que celle du Seigneur des Anneaux, malgré des critiques plutôt réservées. Mais elle n'a pas eu le même succès d'estime que les films du Seigneur des Anneaux. Je n'ai jamais rencontré personne qui ait le même attachement émotionnel que certains ont pu avoir avec le Seigneur des Anneaux. Pour moi, le Hobbit est une sorte d'expérience géante, une curiosité rattachée à l'autre trilogie. 6 films, près de 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 25 Oscars et un nombre incalculable de fans. Les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit ont rencontré un succès aussi vaste que l'imagination de Tolkien. Les films épiques de Peter Jackson sont une réussite incroyable. Comment rendre justice à des histoires fantastiques comme celle-là? Peter Jackson et son équipe ont réalisé l'impossible. Je ne pensais pas que ce livre pouvait être adapté au cinéma. C'est la plus grande aventure jamais écrite. Il y a tellement de créatures. Des hobbits, des dragons, des métamorphes, des araignées. Il fallait un grand visionnaire pour mettre en image l'idée d'un autre visionnaire. Il a ouvert la porte de la Terre du Milieu aux spectateurs. Je crois que c'est ce qu'il restera des films du Seigneur des Anneaux pour très longtemps. Peu de films ont pour ambition de changer le cinéma. C'est ce qu'ont fait les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ces films ont innové dans de nombreux domaines. Et beaucoup de réalisateurs ont depuis marché dans les pas de Peter Jackson. Nous avons créé quelque chose de particulier qui a dû être inventé au fur et à mesure, sans aucune limite à l'imagination et à ce qui peut être transposé à l'écran. Ces films ont clairement eu un impact sur la narration au cinéma. Ils ont de quoi s'estimer heureux. Je pense que les autres studios et les autres réalisateurs ont vu ce qu'il était possible de faire. Par exemple, James Cameron est allé voir les 2 tours et il s'est dit « Ah, voilà la technologie qu'il me faut pour faire Avatar. » Que serais-tu devenu sans moi? Une grande partie de la technologie que nous utilisons aujourd'hui vient de cette époque. En créant un nouvel Hollywood dans l'hémisphère sud, on l'a surnommé Wellywood. Peter n'aimait pas ce nom, donc ça n'est pas resté. Peter Jackson et sa partenaire Fran Walsh. Fran est la première critique de Peter. Leur collaboration est idéale. Elle joue un rôle essentiel.
Ils sont comme le yin et le yang. Elle est formidable et ils forment une merveilleuse équipe. N'ont pas seulement révolutionné l'industrie du cinéma, ils en ont créé une nouvelle. Tout le monde disait que le fantastique était ringard. Personne ne pensait que l'on pouvait faire ce film en Nouvelle-Zélande. Nous leur avons donné tort. Il a créé des entreprises entières. Weta Digital, Parkrod Post. Il a créé des plateaux de tournage, des entreprises d'effets spéciaux, d'accessoires. Et des milliers d'emplois pour ses compatriotes. La moitié du pays a travaillé sur ces films. Ils font partie de l'histoire du cinéma néo-zélandais. Reconstruisons ensemble ce monde. Aujourd'hui, Hollywood vient jusqu'à nous en Nouvelle-Zélande. Ils utilisent nos plateaux, nos studios et nos équipes parce que ce sont parmi les meilleurs au monde. Ce ne serait pas arrivé sans le Seigneur des Anneaux. L'impact a été énorme, pas seulement pour l'industrie du cinéma, mais pour tout le pays. L'impact des trilogies a changé le cours des choses pour toute une nation. Peter a fait connaître la Nouvelle-Zélande. C'est notre héros. La Nouvelle-Zélande est devenue la terre du milieu. Ce que j'aime, c'est que le Seigneur des Anneaux fasse partie de la vie de tant de gens. Rien que de le dire, j'en ai des frissons. Une histoire transmise d'un visionnaire à un autre et portée par des acteurs et des techniciens pour un voyage, certes inattendu, mais formidable. Jouer dans le Hobbit était extraordinaire. C'est un privilège d'avoir travaillé sur ces films. Quel bonheur d'avoir vécu en Terre du Milieu pendant toutes ces années. Je me souviens m'être dit, je pourrais parler de ce film à mes petits-enfants. Et ils verront de quoi je parle. C'est une fin digne d'Hollywood. On peut dire des choses comme « Je me souviens quand j'ai joué dans Le Seigneur des Anneaux ». C'est chouette.